Fin de l'année 2012, année de tous les défis en Côte d'Ivoire, et cela dans tous les domaines, notamment au plan politique, social, économique. Quel bilan dressé de ces 12 mois? Nous en parlons dans ce grand format proposé par la rédaction de RTI2. Madame, Messieurs, bienvenue. Des entretiens et des dossiers au cours de ce spécial bilan 2012. Et je ne serai pas seule avec moi, Michel Digré. Bonjour Michel. Bonjour amis, bonjour chers téléspectateurs. On commence tout de suite avec les voyages du chef de l'État à l'étranger. Le président Alassane Ouattara a, au cours de cette année 2012, effectué plus d'une trentaine de missions à l'extérieur du pays. Des voyages pour repositionner la Côte d'Ivoire sur l'échiquier politique international, mais surtout pour ramener le maximum d'investisseurs après la décennie de crise qu'a connue le pays. Les enjeux du voyage du chef de l'État à l'étranger, on en parle avec Anne-Zélika Eoura. 2012, deuxième année de mandat du président de la République Alassane Ouattara. Une période marquée comme l'année précédente par plusieurs séjours à l'étranger. Mais cette année, ces voyages ont pris une tournure vertigineuse. C'est que le président Ouattara s'est fixé un objectif, l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. Il faut donc relancer l'activité économique durablement afin d'améliorer les conditions de vie des populations, lutte contre la cherté du coût de la vie, amélioration des infrastructures, centres de santé, écoles et universités, création d'emplois pour les jeunes, fourniture en eau potable et en électricité dans tous les villages. Un challenge qui nécessite non seulement de renforcer les relations entre la Côte d'Ivoire et plusieurs pays développés, mais aussi de nouer de nouveaux partenariats économiques afin d'obtenir de l'investissement étranger. Et cet investissement se gagne à force de diplomatie, une offensive qui a fonctionné les 4 et 5 décembre 2012 à la réunion du groupe consultatif sur le financement du PND, le programme national de développement 2012-2015, estimé à 11 000 milliards de francs CFA. Et cette rencontre présidée à Paris par le président Alassane Ouattara a permis une grosse prise, 6 milliards d'euros notamment mobilisés au lieu de 3 milliards d'euros attendus. Mais auparavant, plusieurs voyages avec également des enjeux importants, d'abord en France. La France, le partenaire naturel de la Côte d'Ivoire. Le 26 janvier 2012, le président Alassane Ouattara est reçu à l'Élysée par Nicolas Sarkozy. Le 26 juillet, par François Hollande, devenu président de la France le 6 mai 2012. Retombée de cette visite au plan militaire, un nouvel accord de défense et de sécurité est signé, permettant à la France de maintenir 300 soldats sur le territoire ivoirien. Au plan économique, la signature d'un contrat de désendettement, développement de 2 milliards d'euros, soit 1 milliard 312 millions de francs CFA. Plus simplement, pendant 20 ans, Paris n'encaissera pas les quelques 1870 milliards de francs CFA que la Côte d'Ivoire lui doit. Son montant sera plutôt affecté à des projets de développement. Par la suite, Alassane Ouattara sillonne les pays du monde entier en vue de rechercher de potentiels investisseurs, un périple qui le mènera dans plusieurs pays d'Afrique, en Europe et en Amérique, avec toujours des retombées pour la Côte d'Ivoire. Août 2012, Arabie Saoudite. Signature d'un accord avec la Banque islamique de développement portant sur environ 14 milliards de francs CFA destiné au financement d'un programme de sortie de crise au profit de la région de l'Ouest ainsi que pour la réalisation du pipeline entre Yamoussoukro-Ferké. La sortie du chef de l'État en terre israélienne au mois de juin enfante la mise en place d'une commission mixte ivoiro-israélienne. Objectif, accélérer la mise en œuvre de 15 accords signés plusieurs années en arrière. En République populaire de Chine, une visite officielle de 4 jours et une audience avec son homologue chinois, Hu Jintao. L'année 2012, également marquée par une visite du président Alassane Ouattara au Vatican en novembre 2012. Objectif, recueillir les conseils et les bénédictions du Saint-Père pour la paix en Côte d'Ivoire. Le pape Benoît XVI qui est attendu en Côte d'Ivoire en 2013 pour l'inauguration de l'hôpital Saint-Joseph de Moscati, actuellement en construction à Yamoussoukro. Un séjour donc fructueux pour le chef de l'État. Ces voyages laissent clairement apparaître
arrête sa ferme volonté de sortir la Côte d'Ivoire de la pauvreté dans les meilleurs délais. Des financements recherchés qui doivent permettre d'atteindre les taux de croissance escomptés et avec comme objectif majeur la réduction de moitié du taux de pauvreté d'ici à 2015. Sur le plan économique et diplomatique, des contrats sont signés dans le but d'attirer des investisseurs et également de réhabiliter rapidement l'image de la Côte d'Ivoire. En somme, tout porte à croire que la destination Côte d'Ivoire est de nouveau entrée dans les mœurs des investisseurs. Cependant, il faut créer un climat des affaires approprié à l'investissement en mettant l'accent sur la question de la sécurité en Côte d'Ivoire, un défi qu'il faudra relever pour 2013. Les voyages du chef de l'État ont porté leurs fruits. On peut citer l'atteinte du point d'achèvement PPTE, pays pauvre très endetté, et le plan national de développement en PND. La relance de l'économie semble donc amorcer sur l'ombre au tableau le combat mené par le gouvernement pour lutter contre la vie chère. On écoute Landry Pono. 2012, année de relance économique pour la Côte d'Ivoire. S'il y a un point qui a marqué cette année, c'est celui de l'achèvement de l'initiative PPTE. La bonne nouvelle est arrivée à la fin du premier semestre, le 26 juin exactement. Il s'en est suivi toute une série d'annulations et d'allègements de dettes contractées par le pays. Ainsi, ce sont plus de 4 000 milliards de francs CFA de créances que la Côte d'Ivoire ne devra plus rembourser. Mais attention, l'argent issu de l'allègement ne peut être utilisé pour des dépenses immédiates. Et selon l'ancien ministre de l'économie et des finances qui a conduit le pays au point d'achèvement de l'initiative PPTE, Charles Kofi Dibi, cet argent sera utilisé pour des investissements à long terme. Les investissements à long terme, justement, l'État y pense. Ainsi, toutes les interventions majeures pour la période 2012-2015 ont été consignées dans le Plan national de développement, le PND. L'objectif de ce PND est de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Pour cela, 11 000 milliards de francs CFA d'investissement sont nécessaires et les autorités s'attellent à les rassembler. Le PND est axé sur des piliers tels que la vie sociale paisible dans un environnement sécurisé, la création de richesses, des services publics et sociaux de qualité pour une prise en charge effective des populations vulnérables et enfin un environnement et un cadre de vie sain. En 2012, la Côte d'Ivoire a reçu plusieurs délégations d'hommes d'affaires, des investisseurs occidentaux, mais aussi africains qui croient aux potentialités du pays. Autre marque de confiance dans la relance économique ivoirienne, les différents forums et colloques internationaux organisés. Des événements dont les retombées sont attendues à moyen terme. Les perspectives sont donc bonnes. Mais qu'en est-il du quotidien des populations ? La moitié d'entre elles vit toujours en dessous du seuil de pauvreté. Les produits de grande consommation, le riz, l'huile, le sucre ou encore la farine, coûtent toujours aussi cher. Certains ont même vu leur prix augmenter malgré les dispositions arrêtées par l'État. Le panier des ménagères qui peine encore à se remplir. La vie est encore chère. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, se loger, se nourrir, se vêtir, se soigner, éduquer ses enfants est une équation difficile à résoudre, aussi bien pour les citadins que pour les populations rurales. Parlons des populations rurales, justement. Le gouvernement a pu garantir un prix minimum aux planteurs de café et de cacao. 725 francs CFA le kilogramme de cacao, quand celui du café est de 620 francs CFA. Enfin, l'économie en 2012, c'est le retour du billet de 500 francs CFA. Une renaissance bien accueillie. Les filles, là, quand tu prends 500 pour donner pièce, là, ils vont dire ça c'est quoi, c'est foutaise. Or que c'était bien là, c'est bien propre. Si tu as donné 2 ou bien 3 là c'est gâté en même temps. Et puis, il y a la révision de la grille salariale de la fonction publique, plutôt une bonne nouvelle qui laisse entrevoir une année 2013 économiquement meilleure. Bonjour Monsieur Cessa Constant. Bonjour Madame. Vous êtes économiste. C'est ça. Et vous savez que la Côte d'Ivoire est de retour dans le concert des nations. Tout à fait. On peut même dire que les partenaires économiques se bousculent à nos portes. C'est une Les réalité. perspectives sont donc bonnes, n'est-ce pas? Oui. Mais le pouvoir d'achat des Ivoiriens n'a pas changé. Oui. Et la population continue de payer cher pour se nourrir et pour se loger. Oui. Pourquoi? Parce que les Ivoiriens veulent comprendre, Monsieur Cessa. Le pouvoir d'achat ne peut pas se tenter dans le panier de la ménagère pour une raison qui est très simple.
Les répercussions sur le panier de la ménagère au niveau de ces programmes PPT ne seront reconnues que dans des mois, voire des années. Combien d'années? Il faut dire que l'année prochaine, en 2013, je pense que la population ivoirienne... L'année prochaine alors, 2013? Oui, l'année prochaine, disons dans le dernier trimestre du mois 2013. D'ici à 2014 ou plus tard, oui, les Ivoiriens pourront se nourrir, se vêtir, se loger, à moins de tout. En tout cas, ils pourront pousser un ouf de soulagement parce que... C'est l'idéal. Avec les efforts conjugués, nous pouvons y arriver. Ce que je voulais souligner en matière de l'application des programmes de PPTE, ce n'est pas tellement le crédit, parce que le PPTE, en fait, c'est une économie de crédit qu'on ne fait plus, qui est censée être générée dans les activités, dans la construction des routes, des hôpitaux, autres. Donc, ils vont de manière générale générer ce qu'on appelle augmenter plus ou moins le pouvoir d'achat, c'est-à-dire le droit des emplois, la création d'emplois, d'autres. Mais en la matière, c'est plutôt la gestion quotidienne, les mesures d'éthique et de bonne gouvernance dans la gestion de cette manne doit se faire de manière rigoureuse et de sorte que les répercussions réelles puissent se faire sur la population. En fait. Ok, merci Monsieur Seix, merci pour tous ces éclaircissements. Bonne fête d'année aussi. Merci à vous aussi, bonne fête. On retrouve Michel Digré pour le volet sécurité. Dans la nuit du 4 au 5 août 2012, de fortes détonations se font entendre dans la commune de Yopougon. Les attaques du commissariat du 17e arrondissement et d'un poste de contrôle font au moins 5 morts dans les rangs des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Au cours de cette année 2012, plusieurs positions des FRC sont dans le viseur d'un commando difficilement identifiable. Plus de détails avec Thomas Gessambi. L'année 2012 aura certainement été moins difficile pour les Ivoiriens en termes de sécurité comparé à 2011. Et si les Ivoiriens ont pu aller et venir, vaquer à leurs différentes occupations, toute l'année 2012, il est tout de même à noter au registre de cette année des attaques armées. Des attaques qui ont quelque peu troublé le sommeil des habitants du pays. C'est dans la deuxième moitié de l'année que les attaques ont été enregistrées. Dans la nuit du 3 au 4 août 2012, des individus armés ouvrent le feu au commissariat du 17e arrondissement. C'est le début d'une série d'attaques qui s'annonçait ainsi, à intervalles de jours, voire des heures. À Bengourou, le 5 août, la caserne des FRC est prise d'assaut par une dizaine d'individus. Le 6 août, aux environs de 3 heures, le nouveau camp militaire d'Akwedo est lui aussi attaqué par des individus lourdement armés, tuant ainsi 6 militaires et faisant 5 blessés graves dans les rangs des FRC. La spirale se poursuit. Le mercredi 8 août 2012, des individus non identifiés attaquent à la Kalachnikov le poste de contrôle des FRC à Erimankoundje, à quelques encablures d'Agboville. Une semaine plus tard, le 15 août précisément, aux environs de 23 heures, des hommes en armes non identifiés attaquent simultanément le cantonnement des FRC, le commissariat de police, la prison civile et la brigade de gendarmerie de Dabou. Les agresseurs sont repoussés, mais 3 civils sont tués. D'où viennent ces agresseurs? Qui sont-ils? Que veulent-ils? Des questions qui vont alimenter les conversations après ce mois d'août émaillé d'attaques. Le temps d'en savoir un peu plus dans une accalmie relative. C'est autour de la ville de Bonoua, à quelques cinquantaines de kilomètres à l'est d'Abidjan, que les agresseurs s'annoncent. Le dimanche 14 octobre, commissariat, brigade de gendarmerie, caserne FRC et le corridor de Samo essuient des tirs à l'occasion. Bilan, un assaillant tué. Au lendemain de cette attaque, il est signalé une agression à la centrale thermique d'Azito dans la commune de Yopougon. 9 personnes, des militaires, sont interpellées. À côté d'elles, des civils le sont aussi. Les attaques ne s'arrêteront pas là. Dans la nuit du 20 octobre, la ville de Bongouanou en enregistre aussi. La localité de Noé, ville frontalière, n'est pas épargnée, tout comme la commune de Port-Boué. Au total, environ une dizaine d'attaques ont été perpétrées, mais toutes circonscrites. Pour y faire face, le gouvernement et en point de mire le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, arrête des mesures, notamment le renforcement des dispositifs sécuritaires, certainement pour que 2013 soit moins riche en attaques armées.
En 2012, les spectacles ont fait leur retour dans le monde culturel. En 2012, c'est aussi la relance du théâtre et de la lecture. Il a même été l'année du livre et puis le musée des civilisations a subi des dommages lors de la crise post-électorale. Fort heureusement, des œuvres d'art ont pu être sauvées et restaurées. Suivons ce reportage de Franck Quadio. En 2012, année culturelle, mais surtout une année du livre. La volonté du ministère de la Culture et de la Francophonie de faire de cette année la pleine expression du livre est traduite dans les faits le mercredi 30 mai. Les lycées d'Abobo 1 et 2 sont choisis pour abriter le lancement de cette année du livre. L'action est soutenue par le ministère de l'Éducation nationale. L'objectif est clair: rapprocher le livre des populations, histoire de créer davantage l'interaction. Difficulté d'accès de tous au livre, un problème réel. De nombreux enfants obligés de se rendre dans des bibliothèques privées faute de structures adaptées dans leur établissement scolaire. Premier axe pratique, le carrefour du livre. Un programme étalé le long de l'année et plusieurs concours dont celui de la poésie le 27 septembre. Mais avant, il faut appréhender la langue du terroir. D'où une journée pour l'apprentissage de la langue maternelle du 21 au 23 février destinée aux tout-petits. 3 jours suscités par l'UNESCO, suivis de celle consacrée à la promotion de l'art muséal le 18 mai à Abengourou. Pour les professionnels du secteur, il faut une forte implication des pouvoirs publics pour un cadre plus favorable à l'expression de l'art. Le public est de plus en plus enclin à s'éloigner des musées malgré les efforts de ses acteurs. Question cependant, reste-t-il encore des musées fiables? Le musée des civilisations, 2 ans après son pillage lors de la crise post-électorale, fait peau neuve le projet à travers l'exposition Un musée pour un musée fin novembre pour réconcilier cet espace culturel avec le public. Un retour aux affaires salué par tous. De même, certaines initiatives culturelles cultes, telles le Festival national Vacances Culture qui s'est tenu du 12 au 15 septembre à Korogo, ville culturelle, à l'instar de Grand Bassam, notamment le quartier France, désormais patrimoine culturel mondial de l'UNESCO, un site qui ne manque pas d'attrait. Marquer son authenticité en tenant compte de sa langue d'adoption, le français. Le sommet de la francophonie, le 13 octobre à Kinshasa, a entre autres objectifs cette vocation. Une dizaine de chefs d'État de pays africains ayant en commun la langue de Molière veulent accentuer les perspectives les plus heureuses de leur coopération. La langue française aussi revisitée du 28 novembre au 1er décembre à l'occasion du 5e SILA, le Salon international du livre, 8 ans après la dernière édition. Des tables rondes et des ateliers d'écriture, mais aussi des rendez-vous régionaux tels la 2e conférence des arts et de la culture tenue du 14 au 16 novembre. À cette occasion, les opérateurs culturels ont planché sur une meilleure politique sous-régionale en matière de protection des œuvres de l'esprit. Dans cette dynamique figure en bonne place le cinéma, le Festival des Lagunes, mais surtout la 12e édition de Clap Ivoire qui a vu la consécration de jeunes réalisateurs de l'espace CEDEAO. Le meilleur d'entre eux est béninois et C. Eyeman a traité dans sa fiction Rencontre virtuelle des méfaits de l'usage inapproprié de l'outil Internet. La fête de la musique le 21 juin, mais aussi des moments douloureux. Les décès du professeur Boté Zadi Zaourou le 20 mars, des artistes Ouan Pierre et Jeanne Animel, ainsi que l'écrivain Akelouba. Des notes sombres, mais une année pleine tout de même. 2012 et bientôt 2013, peut-être une année davantage prometteuse pour un retour de la Côte d'Ivoire dans le Gotha des nations qui font de la culture un élément incontournable de développement. Madame Kassi, vous êtes la directrice du Musée des civilisations de Côte d'Ivoire. Bienvenue à l'émission Bilan 2012. 2 ans après la crise post-électorale, quels sont les défis à relever et puis comment comptez-vous susciter l'engouement chez les Ivoiriens pour qu'ils apprennent à fréquenter les musées, car on sait que la population n'a pas cette culture? Le programme du ministère de la Culture et de la Francophonie, c'est de permettre aux Ivoiriens d'être fiers de leur institution muséale
en construisant un musée digne de ce nom qui prendra en compte toutes les aspirations des publics. Vous visez combien de visiteurs par jour? Comme vous dites que vous voulez atteindre un objectif. Oui, nous n'avons pas la prétention des musées comme le Louvre, mais nous pensons que si nous arrivons à atteindre dans les 100, 500 entrées par jour, nous pouvons nous présenter comme l'un des musées les plus importants d'Afrique. Pour le moment, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, le musée des civilisations est très bien parti. Nous parlons de 50 visiteurs par jour, nous ne parlons même pas de ceux qui sont dans la salle de documentation. Nous parlons seulement de cette salle. Mais si nous voulons mettre tout ensemble, je pense quand même qu'il y a une petite animation qui est vraiment perceptible au niveau du musée. Merci beaucoup, Madame Kassi Sylvie. Voilà, les Ivoiriens apprennent à se familiariser avec leur culture. 50 à 60 visiteurs par jour au musée des civilisations de Côte d'Ivoire. Avec Michel Digré, parlons réconciliation à présent. Créé pour penser les plaies de 10 années de conflit en Côte d'Ivoire exacerbées par la crise post-électorale, la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation est toujours à la recherche de la potion magique pour ramener la cohésion sociale dans le pays. En 2012, plusieurs actions ont été initiées par la CDVR et d'autres organisations nationales et internationales en faveur de la réconciliation dans le pays. Le point avec Hamza Diaby. 20 mars 2012, Palais de la Culture de Treichville. Charles Konambani, président de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, à genoux, invitant les Ivoiriens au pardon. La CDVR a été mise en place en juillet 2011 par le chef de l'État, Alassane Ouattara, pour favoriser la réconciliation nationale et le renforcement de la cohésion entre toutes les communautés vivant en Côte d'Ivoire après la crise post-électorale, car la Côte d'Ivoire revient de loin après la guerre qu'elle a connue entre décembre 2010 et avril 2011. 2012, une année marquée par une série d'actions en faveur de la paix et la réconciliation. L'implication des femmes, une exigence pour une réconciliation viable. Selon l'ONG The National Democratic Institute for International Affairs, NDI, elles pourront apporter une contribution inestimable à la cohésion sociale. Les artistes aussi s'impliquent dans la réconciliation avec cette caravane pour la paix et la réconciliation nationale, initiée du 20 octobre au 3 novembre dernier. 300 chanteurs et musiciens et 200 techniciens ont sillonné la Côte d'Ivoire et donné des concerts dans les principales villes du pays. Un véritable marathon musical avec à la clé un message, la réconciliation des Ivoiriens et l'unité du pays. Même son de cloche dans le Zanzan le 28 novembre dernier où le président ivoirien exhortait la population au pardon et à l'entente. Un message adressé également au peuple ouai et dans le 22 octobre 2012. Là, Alassane Ouattara demande aux exilés de renoncer à la violence et de rentrer au pays pour apporter leur pierre à l'édifice de construction d'une nation forte. Et la jeunesse lui emboîte le pas dans ce processus de réconciliation. Des messages forts sont lancés par Alphonse Soro, député et président de l'Alliance pour le changement, et Zadi Djedje, leader de la coalition des jeunes patriotes. Enfin, la réconciliation ne sera pas possible sans les médias. La ministre de la Communication, Maître Afoussiata Bamba, le rappellera à maintes occasions. Le journaliste doit être le fer de lance du processus de réconciliation. Le processus de réconciliation en Côte d'Ivoire, c'est aussi l'affaire des religieux. De nombreuses actions sont menées dans ce sens dans les temples, les églises et les mosquées. La réconciliation nationale, un défi majeur à relever, car il n'y a pas de développement dans la durée sans réconciliation vraie. Monsieur Camille Ouattara, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes conseiller spécial chargé de la jeunesse à la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. Exact. Au cours de cette année 2012, la CDVR a initié plusieurs actions en faveur du retour de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Mais il se trouve que certaines personnes semblent ne pas percevoir la portée du travail que vous effectuez sur le terrain. D'autres pensent que vous êtes un peu lent quant à la restauration du climat de paix en Côte d'Ivoire. Pensez-vous que ces accusations sont fondées ou alors la CDVR avance à son rythme et vous pensez que c'est le bon rythme? À travers la presse, nous avons des remontées de la population qui laissent donc croire que les activités de la CDVR ne sont pas perceptibles sur le terrain. Mais à ces Ivoiriens et à ces amis de la Côte d'Ivoire, à cette population qui aime la Côte d'Ivoire,
nous voudrons les rassurer pour leur dire que le mal de la Côte d'Ivoire est tellement profond qu'on ne pourrait pas aller dans la précipitation, sinon on risque d'aller dans le précipice. Le président de la commission de dialogue, vérité et réconciliation, Charles Konan-Banny, a dit que le processus est inclusif. Cela voudrait dire que chaque Ivoirien a sa part à jouer. Bien entendu, nous avons commencé par la sensibilisation. L'environnement est dynamique. À un moment donné, il y a eu donc des attaques sporadiques. Donc le président a été appelé à arrêter le processus normal pour interpeller tous les acteurs de la crise socio-politique en Côte d'Ivoire. Nous avons tous assisté à cela. Toutes les couches sociales ont été reçues au cabinet du président de la commission de dialogue, vérité et réconciliation. Cela a renvoyé une certaine accalmie. Et en ce moment-là, nous sommes en phase d'installation des différentes commissions locales pour procéder donc à la sensibilisation et à l'écoute de proximité des différentes populations. Les Ivoiriens aspirent à la paix, mais ils veulent aussi se soigner à moindre coût. Plusieurs mesures prises par le gouvernement pour soulager la population, la gratuité des soins, des campagnes de vaccination contre la poliomyélite et la fièvre jaune. Cependant, beaucoup reste à faire car le financement du système de santé est un réel problème. Le dossier de Michel Mambo. Vaste campagne gratuite de vaccination contre la fièvre jaune. Cette fois, tout le monde est concerné. Hommes, femmes, enfants, jeunes et vieux, tous sont appelés à se faire vacciner contre ce mal qui, dans 20 à 50% de cas, entraîne la mort du patient. Il n'existe pas de traitement spécifique de la maladie. Le développement des vaccins contre la fièvre jaune dans les années 1930 a marqué un tournant décisif dans l'histoire de cette maladie, donnant la possibilité de prévenir la transmission du virus. Le ministère de la Santé s'attaque également le long de l'année 2012 à d'autres pathologies telles que la rage et la poliomyélite. Les campagnes de vaccination se multiplient sur le territoire national avec pour cible, pour ce qui concerne la poliomyélite, plus de 7 millions d'enfants de 0 à 5 ans. La santé de la mère et de l'enfant est également une priorité du gouvernement. Pour assurer un meilleur suivi des soins maternels, néonataux et infantiles, un nouveau carnet mère-enfant est lancé. La dernière révision du carnet de santé de la mère et de l'enfant remonte à 1994. Il s'est avéré indispensable de réviser le carnet de santé afin d'y intégrer de nouveaux paramètres jugés pertinents, les nouvelles directives nationales, les normes et standards internationaux relatifs à la santé de la mère et de l'enfant. Un carnet qui devrait corriger les insuffisances de la dernière version de 1994 et tenir compte de l'évolution des données en matière de santé maternelle et infantile. La volonté du gouvernement de garantir aux populations une meilleure santé est donc clairement définie. Seulement, les difficultés financières, l'insuffisance d'infrastructures et la défaillance des plateaux techniques des centres de santé ne sont pas faites pour arranger les choses. Le financement du système de la santé s'impose donc. Que de chantiers ouverts pour le bien-être des populations. Des efforts hélas engloutis par des pratiques malsaines de certains acteurs du secteur, tant au niveau du personnel de santé que des patients. La gratuité des soins instaurée par le gouvernement ivoirien en a fait les frais. Désormais ciblée, concernant donc uniquement les femmes enceintes et les enfants de 0 à 5 ans, elle peine encore à être véritablement appliquée sur le terrain. L'année scolaire 2012-2013 a enregistré plusieurs réformes initiées par le ministère de l'Éducation nationale pour redorer le blason de l'école ivoirienne. Cependant, des grèves de syndicats d'enseignants ont joué les troupes en cette fin d'année. Pendant ce temps, l'école ivoirienne va toujours mal au vu des résultats des examens à grand tirage proclamés cette année, nous dit Grace Kando. Le récit est d'Aimé Kouadiou. Une rentrée scolaire 2012-2013 fixée au 17 septembre, mais qui a eu du mal à s'effectuer. Finalement, les choses sont rentrées dans l'ordre un mois plus tard. Et dans le cadre de la mise en œuvre de la gratuité de l'école cette année, 2 500 000 kits scolaires ont été distribués. Une nouvelle année scolaire avec de nouveaux objectifs fixés par le ministère de l'Éducation nationale. On se souvient de cet appel du ministre Kandia Kamara.
L'école doit désormais être gérée avec rigueur selon les principes de la bonne gouvernance pour de meilleurs résultats. D'où le thème de cette rentrée scolaire, responsabilité individuelle et collective pour une école performante. 2012, c'est aussi une année de recadrage. 2 nouvelles disciplines d'enseignement ont été instaurées par décret pris le mercredi 12 septembre. L'éducation aux droits humains et à la citoyenneté, puis les technologies de l'information et de la communication. Pour ce faire, 50 sites pilotes ont été retenus pour expérimenter l'éthique à l'école. D'autres mesures prises, telles le port de l'uniforme scolaire, devenu une exigence, le recrutement parallèle strictement interdit et l'interdiction de la vente de fascicules imposée auparavant aux élèves en remplacement des manuels scolaires. Malheureusement, 2012 fut une année marquée par la fraude. Le ministère de l'Éducation nationale, bien résolu à faire preuve d'une vigilance accrue contre toute forme de fraude, a mis tout en œuvre pour traquer les indélicats. Lors des examens à grand tirage, élèves et enseignants des cycles primaires et secondaires ont été arrêtés. Changement également du côté des moyennes d'orientation. En 6e, elle est fixée à 90 points, ce qui donne plus de 200 000 élèves affectés cette année, y compris les candidats ayant passé les examens au Libéria. L'admission en seconde fixée à 9,5 sur 20, ce qui a permis à plus de 40 000 élèves d'accéder au second cycle. Cependant, les résultats des examens à grand tirage ont été catastrophiques avec un faible taux de réussite. Au CEPE, 55,7%, au BEPC, 17,03%, au bac, 25% d'admis. Une fin d'année un peu tumultueuse avec quelques grèves au niveau primaire et secondaire. La dernière en date, le 19 novembre. Elle aura duré 5 jours. Une vingtaine de syndicats d'enseignants du primaire, du secondaire général, composant l'intersyndicale du secteur éducation-formation, revendiquent notamment la mise en œuvre effective d'une revalorisation salariale et des indemnités de logement. Les revendications qui ont vu un début de solution avec le paiement de 25% de la bonification. Une somme qui sera payée par l'État de Côte d'Ivoire à partir de janvier 2013. Monsieur Meya Kouadio, bonjour. Bonjour, M. Digré. Vous êtes le directeur des écoles, lycées et collèges de Côte d'Ivoire. Les examens à grand tirage pour l'année 2012 ont été mauvais. Le ministère de l'Éducation nationale a initié des réformes pour rendre le système éducatif ivoirien beaucoup plus compétitif. Mais voilà que déjà des grèves d'enseignants s'invitent dans la danse. Alors peut-on espérer pour cette année 2013 qui va commencer enfin des résultats satisfaisants pour nos élèves? En effet, nos résultats scolaires pour les examens à grand tirage n'ont pas été bons. Pour mémoire, rappelons que nous avons eu 55% d'admis pour le CEP entrant en 6e. Nous avons eu 17% d'admis pour le BEPC et 25% d'admis pour le baccalauréat. Ce n'est pas du tout bon par rapport aux ambitions que Mme Kandia Kamara affiche. Mais il faut peut-être se rappeler que l'année scolaire 2011-2012 s'est déroulée dans des conditions particulièrement difficiles. Pour cette année scolaire, nous avons pu démarrer le 17 septembre, ça c'est une date habituelle. Nous avons donc cette année 30 semaines de cours, nous avons nos 3 congés réguliers. Normalement, si tout se déroule bien, nous serons partis en vacances à la mi-juillet 2013, de sorte que pour une fois, depuis plus de 10 ans, nous espérons avoir au moins 2 mois de grandes vacances, aussi bien pour les enseignants que pour les élèves. Et dans la poursuite des réformes, nous avons poursuivi l'inscription en ligne. Les 3000 contractuels ont été renouvelés dans leur contrat. Nous avons obtenu le recrutement additionnel de 2500 instituteurs en complément des 2500 habituellement recrutés. Nous avons obtenu la construction de 3300 classes dans l'enseignement primaire. Nous avons également la construction et l'ouverture de 8 collèges. Ça fait que notre parc infrastructurel s'est agrandi. Nous avons suffisamment d'enseignants pour combler le maximum de notre déficit. Nous avons un calendrier suffisamment large, même si nous sommes encore en deçà des 32 semaines conventionnelles UNESCO. Nous fondons beaucoup d'espoir sur cette année scolaire. Mais vous le disiez, il y a les grèves des enseignants. Les discussions ont commencé. Vous avez entendu les premiers résultats. Nous avons bon espoir que ces grèves vont prendre fin
ou du moins celles qui sont prévues pour le 14 janvier ne vont pas se dérouler, c'est probablement le seul moyen que nous avons pour tenir dans le calendrier scolaire, pour lequel nous avons déjà 2 semaines de retard sur l'organisation internationale, sur les conventions internationales. Nous avons bon espoir de pouvoir discuter avec nos collègues enseignants et d'arriver à une issue heureuse pour que le droit de scolarité, de scolarisation des enfants puisse être accepté et reconnu par chacun de nous. Après le bac, c'est le cycle supérieur et après 2 ans de fermeture, les universités publiques ont ouvert leurs portes le 3 septembre dernier avec un départ nouveau, le nouveau concept. Rupture avec le passé, cadre sans adoption du système LMD, licence, master et doctorat et inscription en ligne. De la réhabilitation à la reprise des cours dans cet temple du savoir, flashback avec Laetitia Mangli. Les universités publiques ont ouvert leurs portes le lundi 3 septembre 2012. Les étudiants ont retrouvé des amphithéâtres rénovés, murs peints, nouveaux bâtiments, pelouses tondues. Rien n'a été oublié. Les 5 universités de Côte d'Ivoire ont été réhabilitées pour un départ nouveau. Elles ont une capacité d'accueil de 120 000 places, dont 67 000 pour l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Le départ nouveau, c'est aussi un cadre sain autour des résidences universitaires. Débits de boissons et autres commerces susceptibles de nuire à la vie estudiantine ont été détruits. Changement également au niveau du coût de l'inscription, fixé d'abord à 100 000 francs CFA, une note jugée trop salée. Les autorités ont donc très vite remédié à ce problème en ramenant le montant de l'inscription à 30 000 francs. Une inscription qui se fait désormais en ligne pour mieux maîtriser l'effectif et mettre fin à la corruption concernant les frais d'inscription. Et sur 119 000 étudiants répertoriés, 98 217 ont été retenus après l'opération d'identification. Des innovations également au plan académique. L'interconnexion des universités pour permettre aux étudiants de suivre les cours en ligne. Le système LMD, licence, master, doctorat, est dorénavant instauré. Et pour une année académique sans heures, les leaders syndicaux des universités et grandes écoles se sont instruits auprès de leurs pairs français. Objectif, rompre avec la violence et les grèves. Un bémol cependant à ce tableau idyllique, cette grève entamée le 21 novembre dernier par la Coordination nationale des enseignants et chercheurs SENEC, finalement suspendue le 30 novembre 2012. La SENEC réclamait entre autres le paiement de la 2e moitié de la nouvelle grille salariale des chercheurs et enseignants-chercheurs. Une rencontre avec le ministre de la fonction publique a permis de trouver un accord. Les cours ont donc repris depuis le 1er décembre dernier. Les acteurs de l'enseignement supérieur ont maintenant un défi à relever, former des étudiants qui seront compétitifs sur le marché de l'emploi. Merci d'être venu, professeur Merawa. Vous le savez, la mondialisation de l'éducation est à la traîne en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire. Et en vérité, ici, il n'y a qu'un seul établissement qui l'applique vraiment. Alors, le système LMD est-il vraiment nécessaire? Le système LMD, c'est le système qu'il faut ici en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas normal qu'on ait un nombre aussi important de diplômés chômeurs. Le système LMD apporte une réponse à cette question-là. Et pour quelle raison? Tout simplement parce que c'est un système qui prône la professionnalisation des formations supérieures. Professionnalisation, donc forcément une adéquation, formation et emploi. Mais le système LMD, on ne le dit pas souvent aussi, apporte une réponse claire à l'efficacité interne des établissements d'enseignement supérieur. Professeur Merawa, si le système LMD est si important, à quand son application à l'université, dans les universités publiques de Côte d'Ivoire? Alors, justement, ce que vous dites là est intéressant. La question de quand doit-on appliquer le système LMD en Côte d'Ivoire? Je vais simplement vous rappeler que le 13 décembre 2012, les arrêtés organisant la licence, le master et le doctorat ont été signés par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. C'est-à-dire que le cadre légal, le cadre législatif est clair.
Donc tous les établissements d'enseignement supérieur devraient déjà se mettre à organiser leurs offres de formation pour basculer dans ce système. Tout le monde veut que, parce qu'on a dit système LMD, que du jour au lendemain, que le système LMD se mette en place. Dans aucun pays au monde, il faut que ça soit clair, dans aucun pays au monde, on a mis le système LMD en une seule année. Je dis bien aucun, même dans les pays européens. Et cela peut prendre 2 ans? Ça peut prendre 2 voire 3 ans. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il faut réfléchir sur les offres de formation, il faut réfléchir sur l'organisation de l'enseignement. On peut donc envisager des perspectives meilleures pour 2013, c'est ça, professeur Mirawa? Je pense même que c'est certain. Quand on voit, je vous ai dit, la dynamique actuelle de la mise en place du système LMD, c'est même certain que petit à petit, les choses vont se mettre en place. Et petit à petit, vous allez voir, même les étudiants vont être sensibilisés. Les enseignants sont formés pour la plupart déjà à la mise en place de ce système. Mais aussi, tous les outils pédagogiques vont être mis en place. Merci professeur Mirawa pour vos explications. Écoutez, c'est moi qui vous remercie et j'espère que j'aurai d'autres occasions d'échanger sur le système LMD. Je vous en prie. Voilà, merci. Nous sommes au Banco 1 dans la commune d'Atekoubé. Ce quartier fait partie des sites identifiés comme zone à risque dans le district d'Abidjan et sa banlieue. Les populations avaient été sommées de quitter le site avant la grande saison des pluies du mois de juillet dernier, contre la somme de 150 000 francs CFA pour leur recasement sur d'autres sites. La tornade du déguerpissement est passée. Les populations, elles, sont encore sur le site. Le point avec Laetitia Manglé. Dès l'entame de l'année 2012, les météorologues avaient annoncé une saison de pluie rude avec des risques énormes pour des populations dans certains quartiers. Le gouvernement ivoirien s'est voulu proactif en initiant un programme dénommé « Zéro perte en vie humaine pour la saison des pluies ». Une vingtaine de sites a été déclaré zone à haut risque. 6 000 habitants de 75 quartiers précaires sont concernés par l'opération. Les bâtisses qui se trouvent sur le passage des eaux seraient démolies. Au mois de mai, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, lance la campagne de sensibilisation des populations des quartiers à déguerpir. Le 13 juin, c'est le ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, Mamadou Sanogo, qui pilote l'opération de remise de l'appui financier du gouvernement au relogement des populations des zones identifiées. Les équipes de l'Office national de la protection civile procèdent au recensement des personnes concernées pour la remise d'un kit de relogement de 150 000 francs CFA. Le budget de l'opération est estimé à 1,250 milliard de francs CFA. Après la phase de sensibilisation, le déguerpissement de 6 000 familles installées dans les zones à risque est déclenché le 16 juillet. En définitive, le plan Orsec, censé être mis en branle en cas de catastrophe, n'a véritablement pas été mis à contribution. Il y a eu plus de peur que de mal. La saison des pluies a certes causé des dégâts matériels dans certains quartiers, mais les vies humaines ont été préservées. Ces 3 dernières années, les saisons des pluies avaient occasionné une 50aine de morts. En 2012, d'autres déguerpissements ont eu lieu, mais cette fois, dans le cadre de l'opération Pays propre, initiée par le ministère de la Salubrité urbaine depuis 2011. Au mois de mars, les bulldozers attaquent le nord d'Abidjan. Occupants de trottoirs, maisons construites sur les espaces verts, centres commerciaux anarchiques sont dans le viseur de gros engins dans plusieurs quartiers du nord d'Abidjan. Dans leur lancée, les bulldozers sont freinés le 15 octobre à Abobo. Difficile déguerpissement de l'ancienne gare routière et de ses environs. Des affrontements ont lieu entre syndicats des transporteurs et commerçants d'une part et forces républicaines de Côte d'Ivoire d'autre part. Mais les bulldozers auront finalement raison de l'intransigeance des commerçants et transporteurs. Le déguerpissement a finalement eu lieu, mais comme dans plusieurs communes du district d'Abidjan, les abords des routes et trottoirs sont à nouveau pris d'assaut par des commerçants et transporteurs, ramenant ainsi l'opération Pays propre à la case départ. Nous sommes dans une famille dans le quartier Banco. Monsieur Ouattarangolo Lansina, bonjour. Bonjour monsieur. Alors depuis combien de temps est-ce que vous habitez ce quartier? J'habite ce quartier il y a de cela 9 ans. Depuis 2003, je suis venu ici et on essaie de faire avec les difficultés
Nous nous sommes retrouvés là parce que les moyens sont relativement moins chers ici par rapport aux autres quartiers. Alors, quelles sont les difficultés que vous rencontrez au cours de la saison des pluies? Les difficultés que nous rencontrons au cours de la saison des pluies, elles sont nombreuses, mais deux principalement. La première et la majeure, c'est les éboulements. À chaque fois que le temps des pluies arrive, c'est vrai, on n'a pas les moyens de quitter, mais on est tous anxieux, on est inquiets. Qui va mourir parmi nous? On ne le sait pas. Si on nous montre un site, que bon, les lots sont déjà identifiés, qu'on les attribue à tout le monde, en tout cas tous ceux qui sont propriétaires de lots, qu'on donne les lots à chacun d'eux, sans distinction, sans favoritisme, les populations iront. 2012 a une année également marquée par la vulgarisation de l'outil Internet. La Côte d'Ivoire a l'ère des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Construction de réseau national en fibre optique de 6000 km, passage à la téléphonie 3G. Mais il y a un problème, la cybercriminalité qui a pris une ampleur indescriptible. Et pour lutter contre le fléau, sécurisation des connexions Internet et traque des cyberescrocs, tout un programme du ministère en charge d'éthique. Eric Sekongo, Hamza Diaby. « 2012, la Côte d'Ivoire renoue avec le monde des affaires dans un secteur de croissance d'éthique, un important pilier de l'économie ivoirienne impactant à plus de 6% de contribution directe au PIB. À la tête du département d'éthique depuis le 1er juin 2011, le ministre Bruno Nabagne-Koné multiplie les actions afin d'atteindre l'objectif de pays émergents d'ici 2020. Construction du réseau national en fibre optique long de 6000 km et développement numérique de plusieurs projets sectoriels. La Côte d'Ivoire vibre au rythme d'éthique. L'expertise de la Chine sollicitée notamment dans l'éducation avec le e-éducation. Le pays compte en effet doter 9 établissements secondaires de salles multimédia avec 400 ordinateurs. À noter en 2012 également cette signature de partenariat avec le responsable des marchés émergents AMEA de Google dans le domaine de l'intranet gouvernemental, e-gouvernemental, e-santé et e-agriculture. Afin de faire face aux enjeux économiques futurs, la Côte d'Ivoire s'est dotée de structures de télécommunications modernes, à savoir le passage à la téléphonie 3G haut débit Internet sur mobile qui permet d'accéder à Internet, de télécharger et visionner des vidéos sans être relié à une box Internet. Présenté comme une révolution dans le monde de la télécommunication, malheureusement, Internet est aujourd'hui utilisé à des fins peu catholiques, la cybercriminalité. Une situation qui entraîne une perte financière dans le monde, une perte estimée à environ 3 milliards de francs CFA. Pour lutter efficacement contre ce fléau et traquer les délinquants du net, plusieurs mesures prises par les autorités ivoiriennes. Les 25 et 26 septembre 2012, tenue à Abidjan d'un colloque pour mieux appréhender la problématique de la cybercriminalité, organisé par la Direction informatique des traces technologiques, DITT, de la Police nationale et l'Institut suisse de lutte contre la criminalité économique, ILCE. Cette collaboration politique ivoiro-suisse a permis d'interpeller 2 caissières d'agences de transfert d'argent ainsi que l'arrestation de 2 cyberescrocs. Pour protéger les utilisateurs des services de télécommunication des personnes qui utilisent ces outils à des mauvais desseins, le gouvernement a initié une vaste opération d'identification de l'ensemble des utilisateurs de téléphonie mobile et des services Internet. Plus de 16 millions d'abonnés mobiles identifiés sur 18 millions et 300 000 abonnés Internet identifiés. À partir du 31 décembre 2012, les abonnés non identifiés seront définitivement sortis des fichiers. Avec nous, le directeur de l'informatique et des traces technologiques, M. Stéphane Conan. Merci d'être des nôtres pour ce spécial bilan 2012. La cybercriminalité fait de nombreuses victimes dans le monde. En Côte d'Ivoire, ce phénomène est très répandu. Beaucoup a été fait, mais quelles sont les actions à mener pour 2013? Alors, 2013, je pense, sera une année déterminante pour la lutte contre la cybercriminalité en Côte d'Ivoire. Un nombre de dispositions juridiques et légales ont été prises par le gouvernement, notamment par le ministère des MPTIC, la loi sur la cybersécurité et la lutte contre la cybercriminalité, l'identification des usagers de téléphonie mobile, l'identification des cybercafés. Donc tout un ensemble de dispositifs qui va mettre en place des moyens pour les forces de l'ordre de contrer ce phénomène
qui nuit à l'image de la Côte d'Ivoire. Quand vous nous parlez des forces de l'ordre, M. Konan, sur combien de cyberescrocs vous avez déjà mis la main? 2012, 52 arrestations à ce jour, 512 plaintes, 52 arrestations et un certain nombre de déferments. Les chiffres sont encore insuffisants, mais nous sommes en constante amélioration et la pression est mise du côté des cybercriminels. Et est-ce que la loi a prévu des peines à l'encontre des cybercriminels? Écoutez, les cybercriminels ont du souci à se faire parce que la nouvelle loi qui a été adoptée ou qui est en cours d'adoption par l'Assemblée nationale prévoit des peines d'emprisonnement fermes qui vont de 1 à 10 ans d'emprisonnement avec de fortes amendes financières pour tous ceux qui s'adonnent à des délits dans le cyberespace, c'est-à-dire les cybercriminels. Merci bien, M. Stéphane Konan. Merci, Ami Kanga. En 2012, la loi sur le mariage a sémé le trouble dans les foyers, dans les cercles politiques et même religieux. Décrié par les uns, salué par les autres, ce pas important vers l'égalité des genres a retenu l'attention de Aimé Kouadio. S'il y a une loi qui a créé des tensions en Côte d'Ivoire en 2012, c'est bien celle concernant le mariage. La loi sur le mariage, il faut le rappeler, a entraîné la dissolution du gouvernement de Aoussou Kouadio Jano le 14 novembre. Une semaine après, le 21 novembre 2012, la loi est enfin votée par les députés. Désormais, les époux gèrent conjointement les affaires familiales dans l'intérêt du foyer et des enfants, selon les articles 58, 59 et 60 relatifs à la loi sur le mariage. Avec cette loi, la Côte d'Ivoire franchit une étape vers l'égalité entre l'homme et la femme. L'année 2012 est également marquée par la mise en œuvre du Compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire. Un projet lancé officiellement au mois de mai à Yamoussoukro par Jeanne Peumont, conseillère spéciale du président de la République chargée du genre et des affaires sociales. Le compendium est un annuaire qui vise à recenser les femmes dans divers secteurs d'activité pour leur permettre d'être visibles et d'être insérées dans le tissu socio-économique. Il vise également la promotion du genre et l'autonomisation des femmes en Côte d'Ivoire. Autre fait marquant, le combat contre les violences faites aux femmes et la tenue d'ateliers sur l'égalité du genre à l'attention des décideurs, des hommes et des femmes. L'intérêt est de permettre aux femmes et aux hommes de participer équitablement au développement et au processus de prise de décision dans tous les secteurs d'activité. 91% de cas de viol ont été enregistrés. Devant ces chiffres alarmants, la Direction de l'égalité du genre et de la promotion du ministère de la Famille a pris des mesures. Objectif, appliquer la tolérance zéro en punissant les auteurs des cas de viol et de toute autre violence faite aux femmes. Mieux, des victimes ont été prises en charge. Le sujet de l'égalité entre l'homme et la femme était également à l'agenda de la Direction de l'égalité et de la promotion du genre du ministère de la Famille. Elle relève que seulement 5 femmes sont ministres dans le gouvernement actuel du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. 11% de femmes sont présentes au Parlement. Dans cette lutte pour l'égalité du genre, cette direction a initié une étude de faisabilité pour l'intégration du genre, femmes et hommes dans le secteur de la sécurité, notamment la gendarmerie. Plusieurs femmes rurales du secteur du vivrier ont été honorées pour leurs actions dans le cadre de la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. 70% de femmes vivent en dessous du seuil de pauvreté. Pour lutter contre la pauvreté et aider les femmes à financer leurs projets, la première dame, Dominique Ouattara, leur a offert 1 milliard de francs CFA, de quoi contribuer à leur épanouissement. En matière d'éducation, beaucoup reste à faire. 2 tiers des femmes sont analphabètes. 51% d'entre elles, âgées de 6 à 17 ans, ne sont pas scolarisées. L'année 2012 s'est achevée. Voilà 2013 et pourtant la question de l'égalité du genre reste préoccupante en Côte d'Ivoire. Les projets de loi sur le quota de 30% de femmes dans les prises de décision et celles sur les violences basées sur le genre attendent toujours d'être adoptés. La lutte pour l'égalité du genre demeure donc une œuvre de longue haleine.
Voilà, nous avons passé au peigne fin l'essentiel de l'actualité en 2012 et la Côte d'Ivoire se remet progressivement sur les rails du développement, n'est-ce pas Michel Digré? Oui, Ami Kanga, la Côte d'Ivoire est au travail. Les ambitions affichées des gouvernants du pays, c'est de faire de la terre des Burnis un pays émergent à l'horizon 2020, mais cela passe déjà par 2013 et pour cette année qui s'annonce, la rédaction de RTI2 sera toujours aux avant-gardes de l'information pour vous proposer les meilleurs reportages. Très bonne, heureuse année 2013 à vous et à toi aussi, Ami Kanga. Merci Michel. Voilà. Bonne année à toi. Voilà. Allez, bye bye. Au revoir.